Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au public qui nous rejoint aujourd'hui dans cette émission ESS On Air. ESS On Air, c'est l'émission de Mediatico où l'économie sociale et solidaire fait l'actu. Une émission qui est délocalisée aujourd'hui sur le plateau du Moment, un nouveau média coopératif qu'on lance aujourd'hui ici sur notre tiers-lieu de césure au cœur de Paris. Et pour les invités du Moment qui sont dans la salle, je vous rassure tout de suite, on continue de parler de démocratie suite à l'émission précédente, mais de démocratie associative avec les invités qui nous ont rejoints. Merci à vous aussi d'être là. Pourquoi la démocratie associative ? Parce qu'aujourd'hui, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'actu, c'est le contrat d'engagement républicain qui vient de fêter ses 1 an. Sauf que, en guise de cadeau d'anniversaire, en fait, les associations n'ont pas vraiment aimé souffler la première bougie du contrat d'engagement républicain parce qu'elles demandent aujourd'hui rien de moins que son abrogation. Alors, on va essayer ensemble de comprendre un petit peu ce que c'est que ce contrat d'engagement républicain avec nos 4 invités. Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marie Cohuet, qui est porte-parole d'Alternative à Paris. Bonjour. Marie. Merci aussi d'être là. Nous avons également Dorian Dreuil qui est avec nous, responsable plaidoyer chez Démocratie Ouverte. Donc on retrouve Démocratie Ouverte sur l'émission suivante. Bonjour. Et puis Jean-Baptiste Jobard qui est coordinateur au collectif des associations citoyennes et qui est aussi auteur. Il vient d'écrire et de publier ce livre qui s'appelle « Une histoire des libertés associatives » aux éditions Charles-Léopold Meyer. Merci pour cet ouvrage, merci pour ce cadeau. Et puis peut-être que le public pourra le découvrir tout à l'heure après l'émission. Petite question pour démarrer, pour planter le décor avec vous 4, les 4 invités. Claire Toury, pour comprendre, le mouvement associatif, qui représentez-vous précisément ? Le mouvement associatif, c'est l'organisation qui représente le monde associatif en France. Il y a 1,5 million d'associations en France et la moitié d'entre elles sont fédérées, c'est-à-dire qu'elles se sont rassemblées autour de thématiques sectorielles ou autour de territoires. Et donc nous, on représente les associations fédérées et donc via nos membres, on représente environ 700 000 associations. 700 000 associations françaises donc, qui s'expriment par la voix de Claire Toury ce soir avec nous. Merci Claire. Grosse pression. D'être là, absolument. Marie Cohuet, un petit mot pour présenter Alternative à Paris. Alors Alternative à Paris, c'est un mouvement qui est composé avant tout de citoyens et de citoyennes et qui cherche à changer le système, plutôt le climat. Donc qui cherche à s'intéresser à comment est-ce qu'on évite de basculer dans un dérèglement climatique complètement catastrophique, mais en s'intéressant avant tout aux questions de justice et en s'assurant que les personnes qui soient mises à contribution ne soient pas toujours les mêmes. Et vous êtes l'une des structures occupantes de ce tiers-lieu de césure. On est quasiment voisins. Dorian Dreuil, vous aussi, vous occupez un bureau ici à Césure. Quelle est la raison d'être de Démocratie Ouverte ? Eh bien, Démocratie Ouverte, c'est une ONG qui existe depuis une dizaine d'années et qui est un collectif en fait des innovateurs démocratiques en France, donc d'acteurs qui s'engagent pour une démocratie plus transparente, plus ouverte, plus participative, plus inclusive. Et dans ces innovateurs démocratiques, il y a tout un tas de statuts. Il y a des collectivités territoriales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des médias participatifs et aussi beaucoup d'associations, loi 1901, donc qui sont intéressés par le sujet de ce débat aujourd'hui. Et Jean-Baptiste Jobard, pour terminer ce petit tour de présentation, à quoi sert cet autre CAC, non pas le CAC 40, le collectif des associations citoyennes, et combien d'associations vous regroupez ? C'est ça. Alors, le collectif des associations citoyennes, depuis 2010, sert à créer un espace de travail commun pour des militants associatifs de tous les domaines, qui, un peu à l'instar des militants de Alternatiba, essayent de faire en sorte que, par le gain d'autonomie, de liberté dans la conduite des projets associatifs, on crée un laboratoire d'une société un peu plus désirable. Voilà. Merci à vous pour ce premier tour de table. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est que ce contrat d'engagement républicain, créé il y a 1 an, mais en discussion depuis déjà 2 ans. Donc ça, on va y revenir. Un contrat qui vise au départ à lutter contre l'islamisme radical et contre les fausses associations qui prôneraient la radicalité violente. Sauf qu'aujourd'hui, 1 an après, le mouvement associatif vient de faire un bilan de l'utilisation par l'État de ce contrat d'engagement républicain qui s'impose à toutes les associations dès lors qu'elles demandent une subvention publique, dès lors qu'elles sollicitent une salle municipale, dès lors qu'elles sollicitent une aide à l'emploi. Et malheureusement, il y a des dérives. Claire Toury, pourquoi cette défiance que vous avez exprimée, non pas depuis 1 an, mais depuis déjà 2 ans ? Vous l'avez senti venir, ce truc-là ? Pourquoi nous, on est défiants vis-à-vis ? Parce que, alors, si je remets dans le contexte un petit peu, il y a une grande loi
de liberté, qui est la loi de 1901, qui est la loi qui fonde le modèle associatif, le droit d'association, qui est une loi qui pose la confiance comme un a priori. C'est quand même incroyable. En France, on peut se rassembler, il suffit d'être deux, d'avoir un objet défini, et on fait ce qu'on veut, à condition de respecter la loi, bien sûr. Donc, grande loi de liberté, qui est, à mon avis, une des lois les plus modernes de notre République, alors qu'elle a quand même 122 ans, ce qui est quand même... et qui nous est envié dans le monde. Qui nous est envié dans le monde, absolument. Et récemment, le président de la République et puis son gouvernement ont porté une loi visant à conforter les principes de la République. Donc une loi visant à lutter notamment contre les séparatismes, dans la continuité de l'assassinat de Samuel Paty. Rappelons-nous le contexte, le discours des Mureaux, etc. Et donc dans cette loi, il y a tout un tas de choses, mais il y a des articles qui concernent directement les associations et qui inversent la norme. On n'est plus dans une logique de confiance comme a priori, on est dans une logique de défiance comme a priori. Donc la République est fragilisée, vous le concevez, vous n'avez rien contre cet état de fait et contre cette vision-là. En revanche, le fait qu'on s'en prenne aux associations en général, donc à toutes les associations, c'est là que ça pose un problème. Mais en fait, c'est surtout que c'est là où on ne comprend pas ce qu'est l'association. Une association, elle n'est pas là pour faire plaisir au pouvoir public. Une association, c'est pas ça son rôle. On a un projet, on a un modèle, on a tout un tas de raisons pour lesquelles on agit, mais on n'est pas là pour faire plaisir. Rappelons qu'une association relève du droit privé. Oui, en plus, absolument, ça relève du droit privé. Mais juste un point qui est important, c'est que ce texte sous-entend que les associations menacent la République et qu'il faut contrôler les associations pour protéger la République. Alors que nous, on dit que c'est le contraire. Est-ce que vous êtes sûr que le texte dit ça? Est-ce que vous n'êtes pas un peu parano? Franchement, le contrat d'engagement républicain qui dit qu'une association subventionnée ou agréée doit respecter l'ordre public, ne pas le troubler, en sachant que, parce que certaines associations ont à un moment été sur une ligne de crête, et en faisant ça, on contribue à faire évoluer les principes, les valeurs de la République. Non, je pense que je ne suis pas parano. Et puis en plus, j'ai quelques exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. Alors on va en parler des exemples, effectivement. Jean-Baptiste Jobard, quelle est la position du collectif des associations citoyennes sur ce contrat d'engagement républicain? Comme l'ensemble du mouvement associatif, mais renforcé aussi en ça par l'avis rendu par des instances indépendantes. On pense au Conseil à la vie associative, à la Défenseur des droits, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, etc. On est évidemment vent debout contre ce contrat. Peut-être dire aussi que l'ensemble du monde associatif fait front commun et que de plus en plus on voit s'agréger à ce front commun, un front commun des élus locaux face à ce contrat qui finalement l'ont découvert en même temps que nous, puisque c'est un décret d'application immédiate publié au 1er janvier 2022. Donc il y a eu cette découverte, on va dire, brutale. Et cette application brutale, peut-être que nous, on tient quand même à insister sur le fait que pour bien combattre le contrat d'engagement républicain, il faut combattre l'ensemble en fait du processus liberticide dont il est emblématique. Mais par exemple, dans la loi confortant le respect des principes de la République, l'article 16 est tout aussi problématique sur les dissolutions. Alors vous y allez fort, liberticide. Est-ce que vous considérez véritablement que ce gouvernement s'attaque aux libertés associatives? Alors, on le considère tellement que c'est pas d'hier et que on a créé en 2019 un observatoire des libertés associatives parce qu'on sentait qu'il y avait un problème. La métaphore peut-être la plus éloquente, c'est celle de la grenouille dans son bocal, vous savez. On chauffe le bocal et la grenouille ne se rend pas compte qu'elle étouffe. À un moment, on s'en est quand même rendu compte. Et je pense que c'est important d'avoir des points d'appui comme ça. Et l'Observatoire des libertés associatives, à travers le rapport qu'on a rendu, à travers l'étayage des constats par le conseil scientifique de ce rapport, a permis en fait de poser à l'agenda politique cette problématique-là. Dorian Dreuil, chez Démocratie Ouverte, comment est-ce que vous avez regardé ce projet de contrat d'engagement républicain quand il est arrivé? Vous aviez de la défiance aussi, ou vous vous êtes dit, allez, on va regarder comment ça va se passer, on a plutôt confiance a priori? L'enjeu, et c'est un peu ce que disait Claire, c'est de rappeler que la loi 1901 et la liberté d'association, c'est une des plus belles lois de la République finalement. On est tous sous statut associatif, c'est une belle loi de liberté, une belle loi d'engagement. Et donc c'est fondamental de rappeler que la vie associative, l'engagement citoyen, bénévole, dans des collectifs, que ce soit formel ou informel, c'est une expression de la vitalité démocratique. Et donc il n'y a aucune valeur contraire dans ça à la République, ou même au contraire, ça nourrit l'engagement pour une démocratie vivante. Et l'enjeu, il est aussi de dire que la démocratie, elle est polymorphe. Elle n'est pas que élective lors des rendez-vous électoraux. Elle est aussi contributive par la vie associative, par l'engagement citoyen. Elle est délibérative par la participation des citoyens eux-mêmes. En fait, ce qui fait la force
d'un système démocratique, c'est de faire coexister, cohabiter finalement ces différentes formes de démocratie au sein d'un même système. Marie Cohuet, vous qui menez des actions coup de poing sur le terrain chez Alternatiba Paris, est-ce que vous avez senti venir le danger il y a un an ? Je suis complètement d'accord avec la métaphore que tu as employée, celle de la grenouille et du bocal. Nous, on fait chez Alternatiba des actions de désobéissance civile et ça fait plusieurs années qu'on observe une intensification de la répression de l'État et qu'on joue un peu à un jeu du chat et de la souris, mais avec un chat de plus en plus agressif. Un exemple que je peux donner, c'est nous une campagne qu'on avait menée, qu'on avait appelée Décrochons Macron, et qui visait à dénoncer l'inaction climatique et sociale du président, donc qui a été démarrée en 2018. Donc qui consistait en fait à se rendre dans des mairies et à décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, repartir avec et laisser un mur vide qui symbolisait un peu le vide de son action politique. Donc c'était une action qui était somme toute assez symbolique. Et malgré ça, on a eu sur cette action plusieurs dizaines de procès, plusieurs centaines d'heures de garde à vue cumulées pour plusieurs dizaines de personnes activistes. À Paris, l'exemple le plus absurde, je pense, c'est que le bureau de lutte antiterroriste a été saisi. Donc ouais, on sent venir ce genre de choses. Alors, on a compris grosso modo ce que c'est que ce contrat d'engagement républicain. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir en quoi il met les associations en danger. Claire Toury, en quoi est-ce que vous diriez que ce contrat d'engagement républicain menace les libertés associatives ? Qu'est-ce que ça menace précisément dans leur capacité d'agir ? Une association qui, par exemple, récemment, on a 3 situations qui sont très parlantes, qui illustrent bien ça. Premier exemple, le planning familial. Le planning familial, Chalon-sur-Saône décide d'organiser un rassemblement pour promouvoir les droits des femmes et pour faire est subventionné par la mairie à ce titre-là, et pour faire la promotion de son événement, fait une affiche sur laquelle il y a une femme voilée. Le maire de Chalon-sur-Saône, au motif du contrat d'engagement républicain, considère que cette femme voilée, c'est contre la laïcité, et donc décide de retirer la subvention au planning familial. Il s'avère qu'heureusement, on est dans un état de droit, et que le Conseil d'État a donné raison au planning familial, mais le planning familial a de la ressource, a l'habitude de lutter contre tout un tas de forces qui visent à entraver parfois son action. Ce n'est pas le cas de toutes les associations. Premier exemple. Je vous coupe avant le deuxième exemple, parce que Jean-Baptiste Jobard, vous êtes, vous, au conseil d'administration du planning familial, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. Le conseil d'administration et le planning familial est au conseil d'administration du CAC. Donc effectivement, c'est une affaire qu'on a un peu suivie. Et ce que disait Claire, c'est très important. Le texte sur le CER a comme caractéristique principale d'être très ambigu, très flou, ce qui veut dire que le rôle de la jurisprudence sur ce texte va être très important, et en l'occurrence c'est une jurisprudence favorable qui s'est exprimée au mois de mars dernier sur cette affaire-là, c'est très important. Donc une femme voilée sur une affiche pour la journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, vous menace tout simplement de perdre vos subventions quand vous êtes une association. Deuxième exemple, Claire. Cas de cette collectivité-là, mais je vous donne un autre exemple où les collectivités réagissent autrement. On parle d'Alternatiba, Alternatiba Poitiers. Meilleur exemple, ça illustre parfaitement pourquoi on dénonce ce texte. Alternatiba Poitiers organise une formation à la désobéissance civile. À ce titre-là, elle est subventionnée par la mairie de Poitiers, par la communauté du Grand Poitiers. Le préfet de la Vienne, au motif du contrat d'engagement républicain, demande aux 2 collectivités de retirer la subvention Alternatiba Poitiers. Les 2 collectivités refusent. C'est en cours de procédure. Je vous interromps encore avant le troisième exemple, Marie Cohuet. Donc vous êtes Alternatiba Paris. Vous avez, j'imagine, suivi l'affaire de Poitiers. Est-ce que vous voulez ajouter des précisions sur cette affaire et est-ce que vous craignez qu'il vous arrive la même chose à Paris ? Alors oui. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que ce n'était pas simplement une formation à la désobéissance civile, c'était un village climat où il y avait énormément de stands, de thèmes, sur des thèmes aussi variés que se nourrir, se loger, enfin voilà, plein de choses. Et que l'un des stands proposait une formation de quelques heures à la désobéissance civile qui était une initiation. Mais il faut que vous nous disiez ce que c'est que la désobéissance civile. On a tous appris depuis notre âge le plus bas à obéir aux parents, à obéir à l'école, à obéir à son employeur. Pourquoi vous voulez nous emmener vers la désobéissance civile ? La désobéissance civile, c'est une des méthodes, une des cordes à l'arc qu'on a en tant que citoyen pour exprimer notre vitalité démocratique et imposer des changements qu'on perçoit comme nécessaires. Dans notre cas,
on lutte pour la justice climatique et parce qu'on observe que le monde est en train de s'écrouler et que si on poursuit sur cette trajectoire, on va réellement avoir nos vies qui vont être menacées. Et les méthodes classiques, les pétitions, les marches, le plaidoyer, ça suffit pas. Donc on a besoin de solliciter cette méthode-là aussi. Moi, je fais le parallèle avec l'époque où il y avait un service militaire avec les objecteurs de conscience. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'abord d'avoir une conscience qui ne va pas dans le même sens que celle de l'État ou d'un gouvernement, et on a le droit de l'exprimer. C'est ça que vous revendiquez en réalité. Tout à fait, en fait. C'est la grève avant le droit de grève, c'est les avortements avant la loi Veil, c'est le fait d'être précurseur et de pousser plus loin que ce que la loi permet quand on a des cas où la loi est injuste. Claire Toury, un troisième exemple ? Pardon, mais ça montre exactement ce que j'essayais de dire juste avant, c'est que les associations, à travers l'histoire, elles contribuent à faire évoluer la République et ses principes et ses valeurs. Et donc, du coup, quand on entrave les libertés des associations, ça n'a pas de conséquences que pour l'association à un instant T, ça a des conséquences dans la durée. Imaginons que le planning n'ait pas agi comme le planning a pu agir avant, que... Planning familial. Le planning familial. Enfin, en fait, ça a des conséquences qui sont tangibles, réelles et qui sont potentiellement très dangereuses. Mon troisième exemple pour revenir là-dessus. Il faut que vous nous parliez de l'aéroport de Lille. Alors oui, je vais surtout vous parler de la maison régionale, j'ai la MRES, donc Maison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille, qui... c'est une espèce de grosse maison des associations, c'est ça ? C'est une grosse maison des associations qui accueille 130 structures, dont un collectif qui se mobilise contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin, si je ne dis pas de bêtises, le collectif NADA, qui promeut la désobéissance civile. On en est encore là. Il s'avère que ce collectif-là n'a pas signé de contrat d'engagement républicain, puisqu'il n'est pas ni subventionné ni agréé. Parce qu'on a le droit de ne pas le signer. On a le droit de ne pas signer si on ne veut pas être subventionné ou agréé. En fait, c'est ça le principe. On a le droit de ne pas signer ce contrat, oui, merci, c'est sympa. Mais donc du coup, la MRES a été convoquée par la préfecture parce qu'elle a accueilli ce collectif qui faisait de la promotion de la désobéissance civile. Et ça pose une question qui est fondamentale, c'est celle de la responsabilité. Qui est responsable de quoi ? Et ça pose un point qu'on conteste assez fortement dans le contrat d'engagement républicain, c'est celui-ci. Dans un contexte où on a quand même une grande difficulté à renouveler nos dirigeants associatifs, rajouter de la responsabilité alors que c'est absolument impossible de tout contrôler, tout maîtriser, ça complexifie encore les choses. Et j'ai beaucoup aimé cette image que vous avez utilisée lors de votre point de presse pour dresser le bilan du contrat d'engagement républicain, cette image de la responsabilité en cascade. Vous pouvez l'expliquer ? Parce que qui est responsable de quoi ? En fait, c'est toujours pareil. Donc voilà, la tête de réseau, responsable de la sous-tête de réseau, etc. etc. Mais au-delà de la question de la cascade, ça pose la question de la coopération. Le modèle associatif, c'est quand même un modèle de coopération. On n'avance pas tout seul. Enfin, on peut avancer tout seul, mais généralement, ça va pas très loin. Alors que quand on se met ensemble, voilà, ça prend du temps, et puis on connaît la phrase, on va plus vite, enfin, on va plus loin, etc. Donc, le modèle associatif, c'est un modèle de coopération. On ne peut pas fonctionner autrement. Ce texte, en fait, il pose la question de la responsabilité, et donc, en fait, il pose aussi la question de la déresponsabilité. Et ça peut inhiber les acteurs associatifs dans le lancement de certaines actions. Et j'ai un exemple, je ne vous citerai pas l'association, mais une association très militante qui avait envie de faire une action coup de poing et qui s'est dit qu'elle ne le ferait pas à cause du contrat d'engagement républicain. Et ça commence comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a de l'autocensure maintenant chez les associations ? Chez les associations et chez les collectivités territoriales. Si vous écoutez Léonore Monconduit qui a intervenu lors de notre point presse, elle dit que ça peut avoir des conséquences aussi pour les collectivités. Dorian Dreuil, de votre côté, vous souscrivez évidemment, mais je sais que vous avez signé, vous aussi, une tribune collective dans Le Monde avec la Ligue des droits de l'homme. Pour dire quoi ? Pour dire un message très simple, qui est de dire que l'activisme n'est pas un séparatisme. Alors ça paraît tout bête de le dire maintenant, mais en fait, il faut la rappeler. Et c'est ce que disait un peu Claire par esprit de rebond. On voit bien que maintenant, les structures peuvent être inquiètes à s'engager, à se mobiliser. Donc c'est tout l'inverse qu'il faudrait créer comme discours. Il faudrait encourager à l'engagement citoyen, à l'engagement bénévole, à cet esprit un peu d'innovation, de disruption, pour faire avancer les grands sujets de société. Donc il est là le sens de la tribune et le sens de la prise de position de l'ensemble des associations, je pense. C'est de dire qu'on ne s'engage pas bénévolement contre les valeurs de la République. Au contraire, on nourrit les valeurs de la démocratie qui elles-mêmes permettent des grandes avancées dans l'histoire de la République, dans la conquête des droits civils. Et donc il ne faut pas finalement réduire l'espace qu'il y a entre ce qui est un délit et ce qui relève de l'engagement personnel et citoyen.
C'est très clair. Donc on a vu ce que c'est que le contrat d'engagement républicain, on a vu en quoi il peut mettre les associations en danger. On va essayer de comprendre maintenant ce qui relève de la relation entre les associations et la démocratie. Jean-Baptiste Jobard, cette question elle est pour vous. Est-ce que vous diriez que les associations écologistes aujourd'hui sont les principales victimes, les principales cibles de ce durcissement préfectoral? Parce qu'en fait, les actions en général, elles viennent des préfectures. Aujourd'hui, 15 février 2023, oui. Demain, ça sera peut-être un peu différent. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tout un processus qui se met en place. La loi, au départ, s'appelait la loi contre le séparatisme, au singulier. Et en fait, ce qui était visé, c'était des associations qui seraient gangrénées par le fondamentalisme islamiste, terroriste. Voilà. En fait, on voit qu'il y a eu une dérive et que à partir de cette origine, qui en fait, si on fait l'exégèse, c'est le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron, donc dans un contexte très particulier, l'automne 2021. En fait, on voit que là, il y a une dérive et que celles qui sont concernées, la MRES, Maison régionale de l'environnement et des solidarités, Alternativa, là, on est sur une cible qui est plutôt les associations écologistes. Mais on peut s'attendre, par exemple, avec le calendrier parlementaire et le vote de la loi sur les migrations, à ce que demain, les associations qui sont sur la solidarité envers les personnes étrangères, ou les associations féministes après elles, etc., soient à leur tour concernées. Et c'est en ça, je pense, où il y a le ressort de la mobilisation unanime du monde associatif, c'est qu'on a compris que, en fait, quand une association est attaquée, c'est toutes les libertés associatives qui sont menacées. Et je pense que le phénomène de solidarité qui s'exprime là, il est très très important. Et quelque part, quand même, le gouvernement réussit le Tour de France de faire le tour de force. De faire l'unanimité du monde associatif, ce qui est dur, mais contre lui. Donc il faudrait, si c'est possible, parce qu'on voit que même en descendant à beaucoup dans la rue, c'est pas le cas, qu'il arrive à à faire un test auditif. Voilà. Alors, je vais rester sur l'angle des associations écologiques avec Marie Coyuet. Dites-nous pourquoi le combat pour le climat est un combat démocratique. Et dites-nous aussi pourquoi il faut qu'il soit dérangeant, choquant, limite violent. Des fois, on se demande. Le combat pour le climat, c'est un combat démocratique parce que d'une manière générale, si on ne réussit pas à régler et à résoudre le défi qui nous est posé par la crise de la biodiversité et par le changement climatique, ce qui risque de rester de nos sociétés va être réduit à peau de chagrin. Et donc c'est vraiment un défi de savoir comment aujourd'hui on organise la société pour répondre à ce défi-là, parce que ça veut dire repenser notre modèle économique, donc repenser la vie de tout le monde. Peut-être nos circuits de décision. Exactement. Et en fait, trop souvent, on nous présente le climat comme un problème technique que les grands vont résoudre et que les citoyens n'ont pas besoin, où les citoyens n'ont pas spécialement besoin d'être sollicités. On nous promet de l'hydrogène, du nucléaire, énormément de solutions techniques. Le mythe de la technologie. Qui vont nous sauver. Et c'est en ça que c'est un combat qui est fondamentalement démocratique. Et nous, ce qu'on observe, c'est que les associations qui s'occupent de justice climatique sont vraiment traitées en ennemis, mais de la même manière que ce qui était mentionné au début. En fait, la contestation n'intéresse pas le gouvernement. C'est pas du tout un signe de vitalité démocratique pour eux ou quelque chose dont ils vont pouvoir se nourrir pour porter des meilleures lois, porter des décisions moins absurdes. C'est un danger. Et c'est un danger qu'il faut contraindre, qu'il faut maîtriser. Et nous, c'est en ça qu'on s'aperçoit que c'est défaillant. Et vous devez choquer. Vous devez choquer pour ça, pour faire passer vos messages. Nous, le but, c'est pas de choquer pour choquer. Le but, par contre, c'est de faire passer le message. Et quand on voit que rester sagement à demander la parole et à demander des rendez-vous de plaidoyer pour des gens qui, en fait, n'agissent pas. L'autorité environnementale en France l'a dit en juillet, la transition écologique en France n'a pas commencé. Donc, à partir de là... Simple, elle est claire. Merci, Marie. Dorian Dreuil. Est-ce que la désobéissance civile que pratique Alternativa, est-ce que c'est pour vous un outil démocratique? Est-ce que vous le prônez chez Démocratie Ouverte? Et dites-nous aussi, tant que vous y êtes, quels sont les autres outils démocratiques que vous prônez auprès des associations? Il y en a plein, mais sur la désobéissance civile, c'est quand même important parce qu'on a quand même dans le discours ambiant, on entend une criminalisation de ce type d'action qui est quand même une action, il faut le rappeler, la plupart du temps non violente.
Et souvent, les activistes qui utilisent la désobéissance civile sont à l'avant-garde des grands défis d'une société. Un exemple, les femmes ont le droit de vote depuis 79 ans. Ça semble être une évidence. Le droit de vote des femmes, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, le 21 avril, en signant un bout de papier. Il y a 150 ans d'engagement de lutte féministe avec de la désobéissance civile. C'est des partis politiques qui mettent des femmes dans des scrutins de liste pour qu'elles soient élues alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. C'est des femmes qui organisent des scrutins alternatifs devant les bureaux de vote réservés aux hommes et qui collectent d'ailleurs parfois plus de bulletins dans leurs urnes que dans les bureaux de vote. Donc c'est souvent à l'avant-garde de défis majeurs et c'est ce qui permet de faire avancer des causes, des combats et aussi de rendre des sujets acceptés dans la société. En avril 1944, on trouve normal de donner le droit de vote aux femmes parce qu'il y a 150 ans de mouvement féministe et de lutte sur cet enjeu avant. Une lutte, c'est pas forcément de la désobéissance. Non, mais ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et en fait, il faudrait encourager tous les moyens d'expression démocratique qui permettent de mener un combat, qui permet de s'engager. C'est ça qu'il faudrait sacraliser. Ce qu'il faudrait sacraliser, c'est une société de l'engagement, pas une suspicion sur celles et ceux qui s'engagent, surtout à un moment où, dans le monde, la démocratie recule, surtout à un moment où, parfois, le contexte fait que les libertés individuelles reculent, et surtout à un moment où on a une démocratie qui est apathique, où moins d'un électeur sur deux se rend au deuxième tour des élections législatives. Il ne faut pas jeter le doute sur celles et ceux qui essaient encore de porter des combats de société. Alors, la société de l'engagement, ça c'est le sujet de Claire Toury. J'ai vu que vous vouliez réagir. Pas forcément sur la société de l'engagement, enfin on pourrait, mais je sais que le temps nous est compté. Mais la question du droit des femmes, c'est important quand même, hein, parce que quand on pense aux suffragettes, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la désobéissance civile. Hein. Franchement, c'est des actions qui ont parfois été violentes, et des années plus tard, on trouve ça formidable, admirable, et on les remercie. Donc, du coup, il faut faire très attention, parce qu'on a quand même une ministre qui... Marlène Schiappa ? Non, pas celle-là. Une autre, Sonia Backès, celle qui est en charge du CER, du contrat d'engagement républicain, qui a quand même écrit une tribune dans laquelle elle écrit que la désobéissance civile, c'est du séparatisme. Et c'est hyper dangereux. On ne peut pas tout mélanger. Enfin, à un moment, ça devient complètement délirant parce que, enfin, voilà, tout mettre sur le même plan, ça a des conséquences qui sont extrêmement dramatique sur le plan intellectuel, mais aussi extrêmement dramatique sur le plan politique. Alors, on a une autre ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, que je viens de citer, qui, elle, a dit, quand elle a été invitée à s'expliquer autour de l'action des préfectures contre les associations, qui a dit, oui, c'est un excès de zèle des préfectures. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'elle a en partie raison. Je pense qu'elle a en partie raison. Qu'en fait, il y a un texte, que le texte il est extrêmement problématique, mais que certaines préfectures le surinterprètent, le surutilisent. Mais ça montre bien que le texte n'est pas clair au départ et que, en fait, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas lutter contre les séparatismes. Vous me donnez le nom d'une association qui aujourd'hui menace la République. Moi, je ferai tout pour empêcher qu'elle continue d'agir. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, on ne peut pas continuer à passer autant de temps à se mobiliser, à lutter pour les libertés associatives à cause d'un texte qui ne sert strictement à rien. Il faut quand même se rappeler ça, ça ne sert à rien, à part à... Et donc, vous demandez son abrogation. Ah bah oui, mais il n'y a aucun malentendu. On demande son abrogation et si une association est vraiment dans l'illégalité, il y a déjà des outils pour l'empêcher d'agir. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mediatico et du Moment, le média Le Moment, qu'on lance aujourd'hui dans notre tiers-lieu de césure, pour parler du contrat d'engagement républicain et des menaces qu'il fait planer sur les libertés associatives. Je rappelle que le média Le Moment, c'est ce média coopératif auquel Mediatico contribue, qui vient de naître aujourd'hui sur ce tiers-lieu de Sancier dans le 5e arrondissement de Paris. Merci de nous suivre. Si ça vous a plu, vous le dites avec un petit pouce sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez suivre Le Moment sur sa chaîne Twitch, sur son site internet. Et vous pouvez suivre aussi Mediatico pour suivre l'actualité de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous.